Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 15e édition du Covid-19. Depuis le début du confinement, vous le savez, on suit le déroulé de cette crise sanitaire au plus près des acteurs du foot amateur. Depuis un peu plus de 48 heures, les championnats de National 2 et National 3 sont purement et simplement gelés. Et des voix commencent à s'élever pour s'inquiéter du prochain exercice. On va en discuter avec notre invité du jour. Il est président du FC Martigues. Il aime les feuilles de vigne et les tchorek. Moi aussi. Moi aussi. Alain Narcessian est avec nous. Bonjour, président. Bonjour. Avec nous également, il connaît mieux le pourtour de l'Étendberg qu'un routier, l'autoroute A7. Le brillant Eric Stella, journaliste à la Provence. Salut Eric. Salut à tous. Et puis également, fidèle des fidèles, Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise. Et pour nous, Chronos. Salut Nico. Salut Sylvain, salut à tous. Alors président, on vous a lu, on vous a écouté, mais on aimerait quand même avoir votre réaction à cet arrêt brutal du championnat de National 2. Oui, alors comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, il y a deux niveaux dans la décision. Il y a le niveau de la décision de l'arrêt du championnat, qui est peut-être une décision sage aujourd'hui, même si après quelques réflexions, n'est-elle pas trop précipitée, mais bon, la sagesse voulait qu'on ne passe pas, qu'il ne se passait rien. Et effectivement, peut-être de se dire l'arrêt du championnat, l'arrêt de tous les championnats, c'était peut-être une décision, la décision la plus sage. Après, les modalités d'arrêt du championnat, là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ce qui nous fait un peu réagir aujourd'hui. Et qui va faire, à mon avis, réagir pas mal de clubs concernés ou pas, parce qu'après on est tous concernés par ce qui se passe dans les championnats. Oui, ça c'est évident. Enfin, je veux dire, cette crise sanitaire ne s'applique pas uniquement au monde du foot, il s'applique à tout le monde. Donc, c'est ça. En fait, dans les modalités, c'est d'avoir fait le choix. Il y avait peut-être plusieurs choix à dire on arrête le championnat en attendant une évolution de la situation sanitaire et puis on voit comment on fait. Il y avait peut-être la possibilité de dire on fait une saison blanche, tant pis. Voilà, la situation inédite, elle appelle une décision inédite et donc on fait saison blanche. Et puis là, il y a une troisième voie qui a été choisie, ça a été de dire on arrête au 13 mars. Le championnat et puis en fonction des résultats au 13 mars, on applique les montées, les descentes, en tout cas pour la National 2, National 3. C'était le cas aussi pour la National, mais on est revenu un peu en arrière, ce qui vient pas aider dans l'accompagnement de la décision. Mais du coup, voilà, forcément, ça crée des frustrations et des déceptions. Alors justement, président, je crois que Nicolas Bontron avait une question là-dessus. Et oui, parce que vous étiez donc, on le rappelle, le FC Martigues occupait la 5e place, à 5 points du leader, le FC Annecy, qui a donc été promu en national. Donc j'imagine beaucoup d'amertume pour vous, d'autant plus que vous deviez aller les affronter. Annecy devait aussi, je crois, affronter plusieurs équipes de tête. Donc forcément, le championnat à la fin de la saison aurait pu finir avec un autre leader. C'est ça. Il y a bien évidemment le cas du FC Martigues, mais qui est un cas parmi 5 autres, puisqu'on était 5e, donc il y en avait 4 devant nous qui pouvaient prétendre à la même chose. Et même Annecy, même si pour le coup, vous avez raison, le calendrier n'était pas forcément le plus favorable pour eux, mais il y a aussi des équipes qui descendent. Et moi, je pense beaucoup, là aujourd'hui, franchement, j'ai été touché par la situation d'Andoum, parce que ça reste un club du coin et que forcément on est touché quand c'est des clubs du coin, mais Saint-Priest qui était non relégable la semaine d'avant, qui est relégable le 13 mars et qui affronte le concurrent direct qui a 1 point devant lui le week-end d'après. J'imagine, moi je me mets à la place du président de Saint-Priest, qui est en plus quelqu'un qui apparemment est très dévoué pour son club et très actif. Je me dis c'est une situation quand même un peu compliquée à accepter, quoi. Voilà.
Donc il y a la frustration du FCM évidemment pour l'accession et on pensait tous qu'on n'en était pas loin, mais il y a aussi cette déception-là pour les équipes qui sont elles reléguées et pour qui la saison prochaine va être une saison terrible, quoi, j'imagine. Ouais. Alors moi, j'ai une question qui pique un peu. Pourquoi maintenant? Pourquoi monter au créneau maintenant? Oui, parce que... Pardon, mais par exemple, le confinement, on le connaît depuis un petit moment. Franchement, les émissions Covid-19 par Chronos, on l'a dit avec Nicolas, on voit pas comment le championnat peut reprendre. Que ce soit Ligue 1, Ligue 2, ce que vous voulez. Donc il y a eu une réflexion, je suppose qu'il y a eu des échanges avec la FFF. Non, justement, je crois que c'est là et alors il y a deux choses. Vous avez raison sur la question de pourquoi maintenant. Et effectivement, on pourra, en tout cas moi je me le reprocherai de ne pas avoir par politesse, par peut-être retenue, ne pas être intervenu plus tôt, mais néanmoins. Il n'y a pas eu, et c'est peut-être ce qui nous fait réagir aujourd'hui, il n'y a pas eu, contrairement à ce que je peux lire pour les clubs professionnels et peut-être aussi pour la nationale, ce qui fait que les choses sont revenues un peu en arrière, mais il n'y a pas eu, en tout cas avec les présidents des clubs de National 2, d'échanges sur les positions. Et c'est peut-être là que le bas blesse dans les modalités de l'arrêt. Parce que alors peut-être que la majorité aurait décidé d'accompagner la décision aujourd'hui. Mais en tout cas, on aurait pu exprimer des arguments. Et c'est vrai qu'on a attendu parce que jusqu'à 48 heures, on avait plusieurs sons de cloche. Et le son de cloche de dire peut-être qu'il va y avoir de moins en moins, d'accord, de moins en moins crédible, mais il peut y avoir des playoffs, ça a été dit, des playoffs pour les équipes qui montent et voilà, à un autre moment, une saison blanche, ça restait des choses qui étaient encore envisageables. Selon toi, Eric, qui connaît très très bien ce championnat et aussi les autres poules de National 2 en France, ça aurait pu être possible à cet échelon-là? Tout est possible à partir du moment où on le prépare. Et je pense que aujourd'hui, on ne peut pas se dire à la Fédération française de football, quand ils ont pris les décisions, on ne peut pas se dire qu'ils n'y ont pas pensé avant. Le seul souci, c'est que quand ils la donnent, on a vraiment l'impression que, tiens, on s'est réunis et on sort ça comme c'est sorti. On peut prendre l'exemple de d'autres sports qui sont intervenus très rapidement pour savoir les modalités des championnats, ce qui fait qu'il y a eu un recul et que ça a été fait de concert avec les clubs. On peut prendre l'exemple du handball. Alors, après, tout est possible. Attends, Eric, Eric, je te redonne la parole. Mais nous avons fait une émission spéciale sur le handball le lendemain de la prise de la décision de la Fédération française de handball. Et je suis concerné, hein, mon gamin qui joue au handball, il n'y a plus de compétition dans son club, avec le Marseille-Provence Handball. Bon, Maxime Morel, le capitaine, il n'était pas spécialement content que ça s'arrête. Mais ça a été très vite et pas trop de latitude de manœuvre. C'est-à-dire, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est un peu ça ce que tu veux dire, Eric ? C'est ça. En fait, que ça s'arrête parce que l'humain et la santé priment sur le reste. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est qu'après, il faut donner quelque chose. Forcément, il va toujours y avoir forcément de la frustration parce que tu as envie de jouer. Après, on sait très bien que ça soit au hand, au volley ou d'autant plus au football, on sait ce que ça engendre. Il faudrait refaire une prépa, il faudrait étaler encore de nouveau la donne, l'histoire des contrats. On sait que après aussi le quid de la saison future, quand est-ce qu'elle va repartir. Donc, c'était surtout de prendre une décision concernant la construction des poules. Et c'est là en fait où c'est un peu arbitraire. La décision aujourd'hui de la Fédé, on reste sur ce qui est préconisé normalement par les règlements, sauf que le championnat, il en est qu'à 2/3. Et c'est ça où c'est difficile aujourd'hui de dire au club, on reste pareil, on monte, on descend, en sachant qu'en N3, tu changes aussi la donne, puisque finalement, il n'y a pas autant de descente qu'attendu.
Donc c'est soit tu fais pour tout le monde pareil, soit pour personne. C'est ça en fait qui est un petit peu aujourd'hui problématique pour les clubs. Président, des équipes comme Sedan, étaient à la lutte pour la montée avec Bastia dans la poule A, et ils ont déposé un recours auprès du CNOSF, le Comité national olympique français. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par solidarité, que le FC Martigues pourrait en faire de même? Je ne sais pas. Je vous avoue que j'ai moi-même posé la question au conseil d'administration ce matin même, hein, pour recueillir le sentiment, parce que aujourd'hui il n'est pas question pour moi de tirer à boulet rouge sur la fédération et sur les gens qui prennent les décisions, parce que je crois que ce qu'on est en train de vivre, et Eric l'a expliqué, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose de particulièrement grave, d'inédit, et qui forcément nécessite de la précipitation dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on décide. Moi, en tant que président du FC Martigues, au-delà de la Nationale 2, l'inquiétude que j'ai, c'est l'évolution pour les prochains mois. Et l'évolution pour les prochains mois, c'est que moi, je ne crois pas. Par exemple, je ne crois pas à une possible fin de championnat d'ici l'été pour la Ligue 1, la Ligue 2, la finale de la Coupe de France, etc. Je n'arrive pas à y croire, mais après c'est personnel et c'est intuitif. Je n'arrive pas à y croire. Par contre, la question que moi je me pose, c'est quel sera le football demain? C'est ça la vraie question qui nous est posée. Parce que moi j'ai l'impression qu'on a pris une décision. Donc, et c'est pour ça que je dis, vous avez raison quand vous dites on aurait dû réagir avant. Et maintenant, moi, ma réaction, elle est poussée par l'envie de proposer et de dire maintenant il faut qu'on consulte, quoi. Il faut qu'on se consulte tous et qu'on échange. Parce que on a pris une décision où on a proposé des accessions et des descentes, mais on repart la saison prochaine comme si de rien n'était. C'est-à-dire que on est aujourd'hui. Moi, j'étais avec le staff de la Nationale 2. On est sur, bon, est-ce qu'on reprend en juillet les entraînements pour un championnat qui débute, allez, peut-être pas en août, mais en septembre. Enfin, je crois pas qu'on ait suffisamment d'éléments dans la situation sanitaire qui nous permettent de dire qu'on va reprendre le football de la même manière que ce qu'on l'a quitté, quoi. Enfin, voilà, j'ai des vraies questions, moi, que j'ai, mais qui dépassent le cadre simplement de ça. Alors, pour revenir à votre question sur l'appel, le recours, je sais pas encore, mais en fonction des réponses peut-être de la fédération, on sera peut-être amené à avoir une action symbolique, quoi, hein, qui marque les choses. Et si, alors, avant de redonner la parole à Nicolas Bontron, si le ministère des Sports, par exemple, qui est le ministère tutelle de toutes les fédérations, dont celle de foot, dit, voilà, couvre d'une certaine manière la fédération. Bah voilà, l'histoire elle s'arrête là, et puis de toute façon il y aura 3 descentes, une montée, et puis on arrête l'histoire, quoi. Oui. Après, je crois qu'il y a d'autres, il y a d'autres problématiques plus importantes pour le gouvernement que celle des montées et des descentes en National 2, National 3. J'ai peur que ça soit quand même un peu une ingérence dans le fonctionnement des fédérations sportives si une telle décision était prise. Et après, je crois aussi que les recours peuvent être multiples. Et là, on peut alors s'inscrire dans un rapport de force qui peut être un peu compliqué pour construire le football, mais au-delà, hein, puisqu'on parlait des différentes fédérations sportives, des sports et des fonctionnements des championnats sportifs en général. Nico. Alors c'est vrai qu'on est dans le doute un petit peu concernant donc bon, National, Ligue 2, Ligue 1, il y a encore un gros point d'interrogation, mais voilà, normalement ça devrait reprendre une fois que le confinement sera terminé. Mais est-ce que finalement cette décision justement de même voilà poursuivre le National, ça vient pas finalement un peu vous
vous dire qu'il y a un fossé encore plus important entre le foot amateur et le football, on va dire, professionnel ou semi-professionnel, parce que voilà, semi-professionnel, c'est vraiment entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de statut semi-professionnel, mais voilà, on sait il y a des enjeux financiers plus hauts. Est-ce que vous, voilà, président, votre position face à ça, c'est quoi votre position face à ça, quoi? Je pense que au départ, le national était adossé au national 2 dans la décision, me semble-t-il, dans ce que j'ai cru comprendre, dans l'évolution des hésitations de la fédération. Et en fait, effectivement, des clubs pro qui sont en national ont interpellé la fédération pour faire évoluer le truc. Moi, je sais pas jusqu'à quel point. Alors effectivement, le fossé peut se creuser. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on parle beaucoup en dehors du sport du jour d'après. C'est à la mode. J'ai peur que moi, j'ai peur du jour d'après en tant qu'individu, parce que j'ai peur que on y mette, que pas tout le monde y mette la même chose derrière, et que ça soit le prétexte le jour d'après à une accélération de choses qui sont pas forcément bonnes. Dans le football, ça peut être pareil. On peut avoir le jour d'après et creuser ce fossé entre le monde professionnel, le monde amateur. De toute façon, on va le creuser, parce que la situation qu'on vit aujourd'hui, je le redis, j'ai peur qu'elle abîme et qu'elle fasse énormément de mal au club, et pas forcément au club. Moi, je parle du FC Martigues parce que je connais le FC Martigues. En même temps, moi, je suis Marseillais d'origine, donc j'ai connu un peu les clubs marseillais. Moi, j'ai très peur du football en septembre, du football et de la saison 2020-2021 dans les clubs de quartier. J'ai très peur du football en Seine-Saint-Denis. Enfin, je veux dire, comment on va imaginer le football en septembre en Seine-Saint-Denis? Voilà, c'est des vraies questions qui sont posées. Donc, j'ai peur que le fossé, que cette situation-là donne envie d'accélérer sur des décisions pour creuser le fossé entre le monde professionnel et le monde amateur. Moi, je voudrais avoir ton avis, Eric, toi qui quand même qui a pas mal de bouteilles et de vécu. Je vais prendre le truc à l'envers. Est-ce que finalement, il faudrait pas mettre d'un côté les pros et les clubs amateurs? C'est-à-dire que ce championnat national qui a des clubs semi-pro ou qui viennent du monde amateur et des clubs qui descendent de Ligue 2, qui gardent ce statut pro pendant 2 ans, donc qui pose problème en termes de droits télé, puisque eux sont intéressés aux droits télé de Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que finalement, il faut pas vraiment tout séparer et pas faire de ce championnat national un espèce de sas où en fait il y a les uns qui peuvent... alors les grosses villes, hein, généralement c'est des clubs de grosses villes, Dunkerque par exemple, Créteil, Bourg-en-Bresse, etc., etc. Et des clubs plus modestes. Imaginons Andoum, j'ai rien contre Andoum, Andoum en national, il leur faut un stade, il leur faut un centre d'entraînement, des éducateurs formés. Ils peuvent pas. Je sais pas. Est-ce que ou je me trompe, Eric? Enfin, je sais pas. Non, tu te trompes pas, parce que forcément les clubs, à partir du moment où ils ont un objectif, et notamment le président le sait bien aussi du côté du FC Martigues, c'est qu'il y a des moments où ton budget va te permettre de voir plus loin. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte. Ça, c'est le propre chacun des clubs. Après, on sait très bien que le football, tout le monde vient du football amateur. Et aujourd'hui, on va te dire que ces gens qui descendent de Ligue 2 en national, tu veux pas leur infliger la double peine de descendre et de perdre le statut pro, ce qui engendre des choses, parce que c'est des clubs qui, quand tu es en Ligue 2, tu as plus de salariés, etc., etc. Ok, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est soit on loge tout le monde à la même enseigne, dans ce qui est possible de faire, parce que forcément tu dois avoir un cahier des charges, hein, ce qui est fait de toute façon dans toutes les ligues, dans toutes les fédérations et dans tous les sports. Tu as quand même un cahier des charges pour savoir si tu peux monter ou ne pas monter. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est vrai que la particularité, c'est que tu fais monter des clubs, que tu pénalises des clubs. Je pense que la voix du président de Dunkerque aujourd'hui, qui est quand même quelqu'un qui est plus que bien placé dans ce championnat-là, il a été de suite monté au créneau par rapport à ça. Et d'ailleurs, le revirement de situation de la Fédé vient justement des 2 clubs qui ont le statut pro en national. Donc ça veut dire quoi? Les autres qui sont dans le championnat, ils ont aucun poids par rapport à ces 2-là?
c'est ça qui est un petit peu, c'est ça qu'il est temps d'harmoniser à un moment donné. Alors, est-ce qu'on peut, et c'est une question pour vous, Président, bon, j'ose espérer pour vous que le FC Martigues ne soit pas en grande difficulté financière, mais ici sur Chronos, on a entendu d'autres clubs, on a entendu Marignane notamment. Cette crise, elle va forcément engendrer des difficultés économiques. Forcément. Oui, forcément. Forcément, elle va engendrer des difficultés économiques sur le budget qui se termine, En qu'on cours, doit oui. clôturer. Et elle va forcément engendrer des difficultés pour les clubs. Et moi, je crois plus au phénomène différé sur les budgets à venir, parce que c'est ce que je disais, on va nous imposer forcément, et on va s'imposer des contraintes qu'on ne s'imposait pas auparavant et qui vont coûter de l'argent, qui seront pas financées, qui seront financées par les budgets des clubs. Donc c'est ça ma grande inquiétude. Hein. Voilà, donc effectivement sur l'impact de la crise sur les budgets en cours, nécessairement, enfin, je ne vais pas parler du cas du FC Martigues. Le FC Martigues, nous, on était en train de régler un certain nombre de problèmes que vous connaissez et dont on a suffisamment parlé. Dont vous avez été l'héritier. Voilà, dont on a été l'héritier avec le conseil d'administration actuel. Mais pareil, la crise, elle a gelé toutes les réponses positives qu'on était en train d'avoir. Donc, nous, on se retrouve presque dans la même situation qu'il y a un an. De fait, parce qu'il n'y a rien qui a évolué. Ok, mais ça, on l'a fait pendant 2 ans. Et Eric le sait bien parce qu'il nous a accompagnés. Il a vu étape par étape. Donc nous, on va continuer ça. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui va dessus. Parce que, voilà, je le redis, je ne crois plus, moi, au mois de septembre, au même football que celui qu'on a connu au mois de février. Mais qu'est-ce qui va changer? Je pense, de la même manière que énormément de gens se posent la question du 11 mai à l'école. Il y a eu l'annonce par le président du retour à l'école. Oui, d'accord. Sur un aspect logistique, c'est par exemple, vous pourriez reprendre le championnat, mais à huis clos, donc sans public, sans buvette. Oui, mais comment moi, ok pour le huis clos, si c'est que le huis clos, ok, mais c'est des entraînements à 30, des gens qui se croisent dans les vestiaires. Le vestiaire, c'est quand même le lieu où on arrive à la fin de l'entraînement, où on est en sueur, où on se déshabille, où on est confiné, mais confiné à plusieurs. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses. Enfin, on nous explique que c'est les postillons, la sueur, on a mis en place des gestes barrières. Comment on va respecter ces gestes barrières? Il va falloir du matériel, il va falloir des organisations. Enfin, moi, j'écoutais peut-être des joueurs avec un masque à l'entraînement. C'est ça. J'ai entendu Campbell non. Nico qui pose la question. Et ça, c'est une petite anecdote personnelle. On peut pas respirer avec ça. Moi, je vais faire mes courses avec celui qui m'a fabriqué ma femme. Elle a pris de la polaire pour ça. Je te garantis. Putain, je suis en transpi dessous, quoi. Juste pour aller faire mes courses, pas pour courir, hein, pas pour me taper un 100 mètres. Hein. Donc, non, mais ça va être très compliqué. Et je lisais ce matin, je crois, l'entraîneur d'Angers, ou je sais plus, peut-être que je mélange, mais qui disait il va falloir qu'on nous explique comment gérer les méthodes, les organisations d'entraînement, etc. S'il faut qu'on soit par petits groupes, s'il faut que... Et là, pareil, hein, on retombe dans quelque chose qui va se poser. C'est les clubs qui auront les moyens vont pouvoir mettre en œuvre, et ceux qui n'auront pas les moyens ne pourront pas. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer les petits clubs pouvoir s'organiser. Ça veut dire plus d'éducateurs, ça veut dire plus d'encadrement, plus de moyens de locaux, plus de matériel, de ballons, voilà, c'est tout ça, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Alors justement, je crois, moi... Oui. Ouais, pardon. Non, allez-y. Non, je crois, moi, pour avoir analysé depuis 48 heures un peu la décision, je crois que la décision de la fédération est précipitée. Voilà. Je pense ça fait un mois qu'on attend, on aurait pu attendre un peu encore, et on aurait pu construire
peut-être des temps d'échange, de réflexion, parce que plus que l'arrêt de la saison, immédiatement, moi on a eu la décision, ok, elle est ce qu'elle est, de suite c'est, mais comment on fait demain? Parce que c'est ça, et c'est ça aussi l'intérêt. Et moi, le message que j'ai fait passer aux licenciés hier, c'est de dire, on a besoin, vite, qu'on retrouve des moments où on se parle, des moments où on est ensemble, parce que on se rend compte que l'être humain, socialement, il a besoin de vivre des choses collectives. Et le football, c'est un vecteur. Enfin, je ne veux pas revenir, mais le football, c'est quand même un vecteur d'émancipation, d'éducation, d'épanouissement. Et là, moi, je suis dans l'incertitude complète sur ce qu'il va être, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir jouer ce rôle-là encore, avec ces contraintes-là? Et alors, vous parliez de la saison prochaine, et justement, Nicolas Bontron avait des questions. Sportivement, vous allez fêter, je crois, vos 100 ans l'année prochaine. Donc, est-ce que voilà, concernant le championnat, l'objectif assumé sera d'obtenir la montée en nationale? Oui. On l'avait cette année, on l'avait cette saison, et on était en train de faire la démonstration qu'on n'en était pas loin. Voilà, et je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir l'ambition la saison prochaine de jouer les premiers rôles, surtout que voilà, c'est une année symboliquement importante pour le FCM, et forcément on va essayer de créer les conditions pour jouer la montée la saison prochaine. Avec Eric Schell à la tête de l'équipe? Avec Eric Schell à la tête de l'équipe. Et alors là, le seul bémol par rapport à cette saison, c'est que cette saison, on va jouer pour être en embuscade, pour pouvoir, dans le sprint final, passer devant. Là, moi, je vais demander à ce qu'on soit devant dès le début, parce que s'il arrive un incident comme cette année, au moins, voilà, on sera pas lésé. Il y a un Chinois qui bouffe un pangolin en Chine. Bon. C'est un message pour Eric Schell. Cette année, il ne faudra pas dire que c'est sur un malentendu, c'est ça? C'est ça. C'est un message pour Eric, mais je ne pouvais pas lui dire de suite comme ça, donc je lui dis par chronos interposé. Mais ça veut dire monter assumé. Moi, j'ai une question. Quid du mercato? Parce que bon, vous avez un effectif conséquent. Alors, je sais pas en termes de contrat. Je suis pas. Peut-être qu'Eric est plus au fait que moi de ce qui peut partir. Mais bon, il va falloir trouver un mercato en période de confinement. Comment on fait? Ça fait partie des questions qui sont posées, hein. Parce que je crois que moi j'ai peur que ce que vous disiez tout à l'heure sur les conséquences financières du confinement sur un certain nombre de clubs. Donc je pense aussi que la question du mercato de cet été sera une situation aussi inédite dans ce domaine-là, hein, et qu'on risque d'avoir des joueurs sur le carreau, on risque d'avoir des joueurs voilà, des situations un peu paradoxales. Donc aujourd'hui, on n'a pas alors bien évidemment, on s'est mis un peu en travail sur ces questions-là, en réflexion sur les secteurs qu'il faut développer, renforcer, etc. Mais du point de vue de la recherche précise, on va attendre un peu de voir comment les choses vont évoluer. Voilà, j'avais aussi une question qui pique, mais j'ai besoin de mon collègue Eric Stella, c'est-à-dire que la poule de la saison prochaine ici, elle va être salée, parce que l'Atlético Marseille qui monte, enfin peut-être l'Atlético Marseille, on va voir, mais le niveau va être le cadet. Quid de Toulon, c'est ça. Quid de Béziers. Donc après, bon, voilà, tout le monde est logé à la même ancienne une fois que ça arrive. Le seul truc où je rebondis et où je suis d'accord avec le président, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait même pas quand est-ce que le championnat reprendra pour la saison prochaine. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est qu'on va demander à des clubs amateurs, et donc des joueurs amateurs qui les composent, c'est eux, à un moment donné, qui vont être sur le carreau. C'est encore eux qui vont devoir faire des efforts, comme ça a d'ailleurs été le cas il y a 2 ans, hein, sur des joueurs FC Marty qui ont fait des efforts pour la masse salariale, etc. Mais on a toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui doivent un peu en pâtir, et en sachant que, où je rebondis aussi, où on est, je pense, tous d'accord, c'est que c'est cette histoire où
on dit que c'est précipité, mais c'est l'une des fédérations qui finalement a pris sa décision la plus tardivement. Donc c'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui, en fait. C'est vrai que c'est pas. Moi, j'ai pas compris parce que le basket, très très vite, ils ont pris la décision. Les NBA, vous prenez en dehors de la France, la NHL, la NFL, la NBA, de suite. Je crois que le problème n'est pas. Le problème n'est pas lié à l'arrêt de la Nationale 2, la Nationale 3. Le problème est lié aujourd'hui à la pression qu'il y a pour ne pas arrêter la Ligue 1. En fait, c'est que ça. Le problème, il est lié et que je pense que la pression n'a pas été la même dans les autres fédérations sportives, ou en tout cas, elle n'a pas le même poids que pour la Ligue 1. Et là aujourd'hui, on est confronté à un problème économique. Et c'est le problème économique qui prime. Et donc, du coup, et c'est ce que vous disiez sur le mélange des clubs pro avec les clubs amateurs dans certaines divisions qui empêchent de prendre une décision claire. Si on avait les clubs pro en division 1, en Ligue 1 et le reste que des amateurs, on aurait depuis très longtemps dit on arrête tout sauf la Ligue 1. Mais c'est impossible à faire et donc c'est pour ça que ça a traîné. Mais je pense que ça aurait pu encore, du coup, comme on a été les derniers, comme on a pris du temps, on n'était pas à une semaine près ou à 15 jours près, puisqu'on s'approche, et moi j'y crois beaucoup, hein, on s'approche vers quelque chose qui va évoluer, qui va changer, je pense de la situation générale, hein, je parle. Oui. Je me dis, tant qu'à faire, rapprochons-nous le plus possible de ce moment-là pour décider, parce que c'est là où on y verra le plus clair. Parce que là, comme disait Eric, moi je vous le dis, je crois que le préfet ou le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres est en train de faire le recensement des manifestations jusqu'à fin août pour dire, voilà, toutes ces manifestations-là, elles ne pourront pas avoir lieu. Donc je pense qu'on est parti quand même sur une modification en profondeur de nos habitudes de fonctionnement. Et pendant un moment, je pense. Moi, par contre, ce qui m'inquiète, Président, c'est cette durée. Là, je parle surtout pour les joueurs. Les joueurs vont rester éloignés des terrains pendant longtemps. Est-ce qu'au club, vous n'avez pas peur qu'il y ait finalement une hécatombe de blessures au retour de l'entraînement? C'est vrai, c'est toutes les questions qui vont se poser. Les blessures, la question des préparations, la question du nombre de licenciés. Moi aujourd'hui, on a des contacts très distants avec les licenciés par le biais de mails, par le biais mais on n'a plus de contact. Les éducateurs n'ont plus de contact, donc on sait pas quel club on va retrouver à la rentrée. Hein. On espère évidemment que les choses elles vont repartir. Il n'y a pas de raison qu'elles repartent pas, mais c'est une vraie question. Hein. On a de vraies inquiétudes. On sent, en tout cas chez vous, Président, on sent beaucoup d'inquiétude quand même. Bon, après, on l'est tous inquiets, je vous cache pas, parce que nous, pour notre paroisse, Chronos, on ne sait pas trop à quel point on va être marqué. Alors, moi l'inquiétude, elle n'est pas sur du catastrophisme, parce que je suis plutôt optimiste, je suis quelqu'un d'optimiste. Non, moi, là où je suis inquiet, c'est sur l'impréparation. C'est sur la manière dont je vous dis, on parle de jour d'après, mais on le prépare comme s'il était le même jour qu'hier. Donc c'est pas possible. S'il y a le jour d'après, il faut qu'on se mette on prenne des dispositions pour pouvoir l'appréhender comme il faut. Et c'est ça, quoi. C'est cette question-là. Parce que moi je me dis, par exemple, on aurait pu finir le championnat. Et pourquoi pas ne pas se dire que le championnat on va le finir d'ici décembre. Pourquoi pas? Et pourquoi pas faire une saison blanche la saison prochaine? Pour qu'on pousse à terme les championnats, on aurait pu inventer pour finir la saison quelques compétitions qui permettent aux joueurs de continuer à jouer, mais on se donne le temps de régler la question sanitaire qui est quand même la cause première, etc. Voilà, on peut imaginer plein de choses, les mettre sur le tapis, puis les balayer parce qu'on va nous dire non, c'est pas possible économiquement, c'est pas possible stratégiquement, c'est pas voilà. Mais qu'on arrête
de se dire on va recommencer comme si de rien n'était, quoi. Voilà. Oui, alors si je résume, si je dois résumer votre intervention, c'est vous n'êtes pas trop content de cette décision un peu jacobine, un peu stricte, Peut-être un peu, ouais. unilatérale, on va dire. Vous auriez aimé l'innovation, en tout cas la discussion, pour Voilà. imaginer le monde d'après. Et on n'est pas, c'est pas trop tard. On peut, c'est encore. Ah oui, c'est oui, encore- non, mais complètement. Mais je pense que de toute façon, au-delà du football, le monde d'avant n'existera plus comme il était. Donc ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, ce sont des grands philosophes, des grands penseurs. Moi, je suis là dans mon coin, vous voyez, dans mon salon. J'y pense, je lis les choses. Encore éventuellement un mot de la fin pour toi, Eric et Nico. Eric. Oui, bah après, je pense qu'on est tous d'accord que en fait, on navigue tous à vue. Et le problème, il est là. Et je pense que aujourd'hui, ce qui ressort de cette discussion et de l'ensemble des clubs, et pour avoir discuté avec beaucoup d'acteurs, hein, rien que sur la partie footballistique et même sur d'autres sports, le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de solidarité et de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce qui manque à cette décision propre au football, c'est qu'on s'aperçoit que il y a un petit peu de l'individualisme et il y a un manque de communication entre tous les acteurs de ce monde-là. Et je pense qu'à un moment donné, je n'aimerais pas être à la place, que ce soit du président de la République ou d'un président de fédération, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas décider seuls. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de tirer des plans sur la comète, de dire on va pouvoir reprendre à telle date. Il y a personne qui le sait aujourd'hui. Je pense qu'il faut se remettre autour d'une table. On est la preuve aujourd'hui sur Non, Chronos, autour d'un ordinateur. Eric, malheureux, autour d'un ordinateur. Visioconférence, Eric, n'oublie Chacun pas. chez soi. Chacun chez soi. Alors, autour d'un ordinateur, on reprend. Je couperai au montage. Alors, autour d'un ordinateur. Pour discuter, oui, je comprends, Eric. C'est pour ça que je disais, voilà, l'exemple de Chronos. Aujourd'hui, on discute, il y a un échange d'idées. Et ce qui est dommage, c'est que ça, justement, n'a pas été fait avec les acteurs principaux, qui sont les petits clubs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de national, mais derrière, la R1, la R2, tous ces clubs qui aujourd'hui, dans le tissu associatif, aujourd'hui, c'est un vecteur de valeur, le football. Et aujourd'hui, tout ça, on ne sait pas où on en est, parce que je pense que justement, les décisions, elles ont été prises arbitrairement, en pensant que c'était le mieux de rien toucher. Sauf qu'aujourd'hui, et je conclurai moi de mon côté là-dessus, quand en N3, tu prends la décision de changer la formule pour les descentes, par exemple, derrière, tu es obligé de créer un climat qui est en train de se passer pour les clubs qui sont au-dessus. Pourquoi eux doivent descendre, pourquoi d'autres non? Et je pense qu'il va falloir se mettre autour d'une table. Et je pense que ça va encore bouger, que c'est que le début, c'est les premiers épisodes d'un très long feuilleton. De toute façon, ça risque d'être très compliqué pour l'organisation des championnats de l'année prochaine, même au niveau régional, où je crois que ça a été limité à 14 clubs et il y en aura 16 en régional 1, en tout cas dans notre région à nous. Donc on peut imaginer peut-être 2 poules de régional 1, avec des systèmes de play-off après. Ça va être un gros casse-tête, je pense, dans les bureaux de la Ligue avant la prochaine saison. En tout cas, après, j'espère le plus vite possible qu'on sera tous fixés. Ça voudra dire aussi qu'il y aura moins de morts à l'hôpital, parce que la santé des gens, c'est le plus important également. Oui, ça serait bien qu'on reprenne une activité à peu près normale et qu'on arrête d'aller faire ses courses avec le masque. Parce que bon, moi, concrètement, mis à part les courses avec le masque, je fais rien d'autre. Si, je fais des émissions. Mais bon, ça, c'est pas pareil. C'est bien, bon. C'est important. Ouais, non, mais c'est important. Mais vous savez, Président, moi j'ai un peu eu le coup de bambou le lundi, là, avant que Macron parle, juste après le premier tour des élections, en me disant bah, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. C'est-à-dire que nous, Chronos, il n'y a plus rien, quoi. Et bon, après, il y a cette possibilité-là d'enregistrer des trucs. Bon, je me suis dit, bah, on va appeler les gens et on dit oui, on dit non, ils disent oui, ils disent non. Bon, ben voilà, à Martigues, il y a Majid Saïdi qui a dit oui, il y a Fouad Kadir qui a dit oui, il y a vous aujourd'hui. Voilà, on présente différents acteurs de différents niveaux. Au niveau institutionnel, vous êtes président, Majid il est coordinateur sportif, Fouad il est joueur. Et chacun contribue au débat, on pose des questions, on discute, quoi. On refait le monde.
Et non, alors on refait pas le monde, on fait peut-être, on discute du monde d'après. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai retenu chez vous, c'est qu'est-ce qu'il en est du monde d'après. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir, de vous être invité chez nous, chez Nicolas, chez Eric, chez nous. Et puis, à bientôt, j'espère, le plus rapidement possible. Ça voudra dire qu'on pourra se boire un coup à la buvette du FC Martigues et que nous, on pourra commenter des matchs, les filmer et reprendre une activité à peu près normale. Merci beaucoup, merci Eric, merci Nico. Merci. À bientôt. Merci à tous, salut. À bientôt. Salut, à bientôt.